Je suis ravie d'être en votre compagnie aujourd'hui dans ce séminaire pour vous présenter cette intervention qui s'intitule « La biodiversité de la Mouya entre richesse et menace ». Alors, le plan de cette présentation sera le suivant. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par une introduction générale sur l'importance du site de la Mouya. Par après, nous allons voir tous ensemble la diversité des espèces faunistiques et floristiques. Nous allons par après se consacrer aux facteurs de risque et ce qui menace la biodiversité au niveau de la Mouya. Par après, nous allons voir les stratégies et les plans d'action qui sont mis en œuvre afin de surmonter les problématiques liées à la biodiversité. Et on va clôturer avec certaines recommandations. Alors, lorsqu'on parle de la Mouya, donc on parle de la fleuve la plus importante, ou bien le fleuve le plus important du nord d'Afrique et aussi au Maroc, avec un bassin versant dont la superficie dépasse les 58 000 km². On parle aussi de l'embouchure de la Mouya en tant qu'un site classé comme étant un site d'intérêt biologique et écologique. Et aussi, on parle de l'embouchure de Mouya en tant que zone humide classée selon Ramsar, et ce depuis 2005. Donc, cette classification est donnée à cette zone grâce à plusieurs critères, y compris la complexité et la diversité des écosystèmes. On y trouve l'écosystème estuaire, fluviatile, marin, lacustre et palustre. Donc là, maintenant, on va essayer de se focaliser un petit peu de la diversité biologique en donnant quelques éléments clés. Donc, lorsqu'on parle de la diversité biologique au niveau de l'embouchure, on parle d'abord de la présence de certaines espèces d'intérêt mondial. On parle également d'un site de nidification et d'hivernage pour plusieurs espèces. La zone aussi est considérée comme étant un refuge de plusieurs espèces rares ou bien endémiques. Et d'une manière plus chiffrée, on peut dire que les espèces d'oiseaux représentent les 2/3 des espèces connues à l'échelle nationale. Alors là, on va commencer par le couvert végétal qui pousse au niveau de l'embouchure de la Mouya. Donc, on peut le subdiviser en général en 3 types de formations: végétation des dunes, végétation des bords de fleuves et des marécages et la végétation de la plaine saline. Donc, ça a été déjà développé auparavant par la présentation. Donc, pour chaque végétation, il y a certaines associations qui les distinguent, et dans chaque association, il y a des espèces qui sont connues. Donc, je note que le couvert végétal remplit plusieurs fonctionnalités, à savoir la protection contre l'érosion, la protection contre la dérive continentale. C'est une source de nutriments pour plusieurs espèces ou insectes, et c'est un abri aussi. Et on rajoute à tout ceci que les espèces végétales sont dotées d'une valeur pharmaceutique et économique que nous allons voir tout de suite. Donc là, c'est la végétation des dunes, donc les espèces les plus connues, l'Ammophila arenaria, la Salsola cali et la Retama monosperma. Alors, les recherches scientifiques ont prouvé que ce sont des espèces qui sont dotées de plusieurs propriétés pharmacologiques, grâce à leur activité antioxydante, antibactérienne, antifongique, etc. Et ils ont également montré leur efficacité quant au traitement de plusieurs affections, à savoir les problèmes digestifs et les troubles articulaires. Là, c'est la seconde formation. Il s'agit de la végétation qui se trouve au niveau du bord des fleuves et des marécages. Donc, on a la tamarix qui est très efficace quant au traitement des problèmes gastro-intestinaux, la tifa et la circus. Maintenant, nous arrivons à la végétation de la plaine saline. Donc, il y a aussi un bon nombre d'espèces, à savoir la Franconia, qui a un pouvoir antibactérien et antifongique, ainsi qu'un pouvoir anti-inflammatoire. La Salicornia aussi, à son tour, c'est une source, c'est une bombe en vitamine A et en sodium. Elle possède également un pouvoir antioxydant, et puis elle a prouvé son efficacité dans la santé oculaire et le système immunitaire. Et la Suida, qui a des applications aussi cliniques, chimiques et pharmaceutiques. Donc là, on va se consacrer un peu à la faune. Lorsqu'on parle de la faune au niveau de l'embouchure, on parle des oiseaux, on parle de l'herpétofaune, les amphibiens et les reptiles, les poissons et d'autres mammifères. Alors pour les oiseaux, on distingue 208 espèces, à savoir que 39 sont considérées soit endémiques, rares ou menacées. 99 sont reproductrices et 98 sont hibernantes. Donc là, ce sont quelques espèces menacées, à savoir la sarcelle marbrée,
Donc là, pour l'herpétofaune, il y a 23 espèces. Je mets ici sur la figure donc, la tortue grecque, le cerf de Doumergue et le lézard marocain en tant qu'espèces rares ou endémiques. Et pour les mammifères, nous distinguons 24 espèces. Donc 24 espèces, à savoir le sanglier, le chat ganté, le mangoustre et la loutre, qui est aussi une espèce menacée. Et pour les poissons, il y a aussi plusieurs poissons pour lesquels la zone a été classée selon Ramsar, donc c'était parmi les critères, à savoir la Losaphalax, la Terrina boyeri et une espèce endémique, c'est ce qu'on appelle le barbeau de la Moulouya. Donc déjà, il prend le nom de la zone. Donc là, on va essayer de voir que les risques qui menacent la biodiversité. Donc tout d'abord, je mets en valeur certains chiffres, à savoir qu'à l'échelle mondiale, environ 1 million de plantes et d'espèces animales sont menacées d'extinction. Le taux global d'extinction des espèces est dit à 100 fois plus élevé que la moyenne de ces dernières millions d'années. Et le taux de déclin entre 1970 et 2018, donc là, avec la mise en page, ça a changé. On a 66% à l'échelle de l'Afrique et 70% à l'échelle mondiale. Donc le Maroc, lui aussi, à l'instar des pays du monde, il n'échappe pas à ces risques et à ces menaces face à plusieurs facteurs de pression. Donc ces facteurs de pression, on peut les regrouper comme suit. Donc on parle tout d'abord du changement d'usage des sols et des mers. On parle également de l'exploitation directe des ressources naturelles. En troisième position, nous avons le changement climatique. Nous avons également les pollutions. Donc, vous savez qu'il y a certaines activités qui s'installent à l'échelle du bassin versant et qui sont génératrices de plusieurs rejets. Donc, on parle de pollution agricole, la pollution industrielle et la pollution aussi par les rejets domestiques. Il y a aussi un autre facteur qui s'ajoute. Il s'agit des espèces exotiques envahissantes. On parle également d'une façon générale des activités anthropiques, le développement économique et l'urbanisation qui modifient l'écosystème et le fragmentent en créant un certain déséquilibre qui impacte d'une façon directe ou indirecte la biodiversité. Donc là, pour parler un petit peu de la sensibilité, de la résistance de certaines espèces, donc certes l'embouchure de la Moulouya, elle dispose de plusieurs espèces qui sont résistantes, qui peuvent tolérer certains changements climatiques, certains changements donc, au niveau du sol, etc. Mais il y a aussi de l'autre côté des espèces qui sont très vulnérables, à savoir la Circus. Donc là, je vous montre dans la figure les tolérances donc, de cette espèce. Donc, en prenant en considération 6 facteurs, le pH, l'humidité, la texture du sol, la richesse en nutriments, il y a aussi la salinité et la matière organique. Donc, nous pouvons bien constater que pour le pH, c'est une espèce qui se développe dans un pH acide à neutre. Donc, elle ne peut pas tolérer les milieux acides basiques, plutôt basiques, un milieu qui change d'acide à basique. Pour l'humidité, qui est en relation avec le changement climatique, donc on est entre un climat sec humide. Et pour la texture, on a besoin d'un sol qui est riche en éléments fins, donc on parle de sol plutôt argileux. Donc c'est une espèce qui est exigeante en termes de nutriments et en matière organique. Et c'est une espèce aussi qui ne tolère pas la salinité. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire d'après ces informations? C'est que le changement climatique, c'est un facteur de premier ordre qui agit sur cette espèce. Il y a aussi la pollution agricole et industrielle, du moment qu'elle peut agir sur la salinité du sol et sur le pH. Et donc là, il y a un double risque parce que c'est une espèce qui se développe au niveau de la végétation des bords du fleuve et des marécages. Donc elle peut être contaminée à la fois par les eaux et en même temps par le sol. Et donc là, nous allons arriver à certaines stratégies et des plans d'action. Donc que faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a déjà été élaboré pour remédier à ce déclin de biodiversité? Donc je parle à l'échelle internationale, je parle du fameux protocole de Nagoya. Donc c'est un protocole qui incite sur le partage juste et équitable des ressources. Et quant au Maroc, donc, la constitution marocaine, elle prend en considération la préservation de l'environnement en tant que droit fondamental. Donc elle a essayé d'incarner l'environnement dans toute la politique à travers 2 moyens, les conventions internationales et aussi à travers un arsenal législatif et réglementaire.
Donc nous allons voir tout de suite quelques détails. Donc pour les traités internationaux dans lesquels le Maroc s'est engagé, donc nous avons la Convention internationale pour la conservation des zones humides, Ramsar, donc la fameuse convention. Nous avons également la Convention pour l'établissement de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes. Et il y a également la Convention internationale pour la conservation de la diversité biologique des Nations Unies. Donc cette dernière, elle se fixe plusieurs objectifs, à savoir la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de la diversité biologique et puis le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Donc, au niveau des lois nationales, donc, nous disposons de plusieurs réglementations. Donc, j'en cite la loi 499-12 portant charte de l'environnement et du développement durable. La loi 1203, et c'est en fait la loi qui est relative aux études d'impact sur l'environnement et qui les cadre. Donc, il y a la loi 2905, c'est une loi relative à la protection des espèces végétales et animales menacées. Nous avons également la stratégie nationale de la conservation et de gestion des zones humides et aussi quelques chapitres de la loi 3615 relative à l'eau. Donc malheureusement, il y a certaines violations de ces lois. Donc les lois sont existantes, mais malheureusement, il y a certaines violations. Donc j'enchaîne ici avec d'autres projets. Donc il y a le projet qui est exécuté par Majal Berkane. C'est un projet qui s'intitule la Louia. C'est un projet en fait qui utilise les technologies avancées, à savoir l'intelligence artificielle. Donc l'objectif de ce projet, c'est de surveiller les habitats naturels et les changements dans les écosystèmes. Et donc ça va permettre d'identifier les zones à risque pour prendre des mesures préventives rapidement en se basant bien sûr sur les dispositifs de l'intelligence artificielle. Donc là, je cite également deux autres solutions qui sont parmi les solutions très innovantes et qui ont prouvé donc leur efficacité à l'échelle internationale et nationale. Je commence par ce qu'on appelle les passes à poissons ou bien les échelles à poissons. Donc, qu'est-ce que les échelles à poissons? Ce sont en fait des dispositifs qui permettent aux poissons donc, migrateurs de franchir un obstacle. Donc, généralement, pour nous, c'est les barrages. Du moment que le barrage, c'est un obstacle qui va fragmenter d'une façon ou d'une autre l'écosystème et déséquilibrer la biodiversité. Donc là, les passes à poissons vont permettre le passage des poissons migrateurs sans stress et sans blessure. Donc, c'est une expérience qui a été très réussie, surtout en France, et qui a été adoptée en France depuis 1970, avec plus de 250 dispositifs de franchissement. Et donc, il y a aussi une autre solution, c'est ce qu'on appelle les cages de poissons. C'est une solution ou une méthode d'aquaculture qui permet l'élevage de certains poissons au niveau des plans d'eau naturels. Donc, heureusement, cette solution, elle a été déjà adoptée par le Maroc, surtout avec un projet innovant. Donc, c'est le projet, ou bien le pôle aquacole au niveau de Dakhla ou Dahab. Donc voilà, arrivons à la conclusion. Donc bien sûr, l'ensemble de ce qu'on a vu, donc, il met en évidence la richesse de cette biodiversité et les facteurs de menace ainsi que les stratégies. Cependant, nous avons besoin de travailler davantage pour réduire les taux de perte, à savoir tout d'abord mettre en synergie plusieurs acteurs, donc l'acteur public, privé et en intégrant la société civile. Il faudra aussi actualiser les bases de données sur la biodiversité parce que si on n'a pas de données actualisées, on ne pourra pas agir. On recommande vivement aussi de renforcer et d'inciter à la collaboration entre les chercheurs, donc on parle de la communauté scientifique et le secteur privé et public. Et puis, il faut intégrer impérativement la société civile en tant qu'acteur principal dans le changement. Donc voilà, ceci termine ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. En insistant sur la présentation que nous voyons en bref, la diversité donc, de la flore, de la faune et les menaces, les risques aussi. Alors aussi donc, la stratégie des actions, à savoir donc, les conventions, les accords au niveau national, donc au niveau international, donc les lois au niveau national, et les projets de recherche qui essaient donc, de minimiser ou réduire donc, les dégâts. Et là, terminé par des conclusions donc, sous forme donc, de recommandations que nous devons donc, les recommander donc, à la fin donc, de ce séminaire.